Bonjour, bienvenue dans ce cours sur les capteurs et outils du smartphone. Suite à l'introduction présentée par Ulysse Delabre précédemment, nous allons voir ensemble le fonctionnement de certains de ces capteurs et détailler quelques expériences de physique faciles à réaliser. Aujourd'hui, nous allons principalement nous intéresser au capteur photographique, qui est sans doute le capteur le plus connu et celui que vous utilisez le plus. Nous allons voir son principe de fonctionnement, ainsi que les phénomènes physiques qu'il nous permet d'observer et de mesurer. Alors, tous les smartphones sont équipés d'un capteur photographique, et souvent même de plusieurs. C'est l'un des rares capteurs visibles de l'extérieur de l'appareil. Cet outil permet de réaliser des photographies en couleur, des vidéos, de scanner des QR codes, etc. Et ce capteur permet d'enregistrer le monde qui nous entoure sous forme d'images numériques que l'on peut ensuite modifier, traiter, envoyer par email, etc. Fondamentalement, il s'agit d'un capteur qui permet de détecter de la lumière, visible ou pas visible. Avant d'entrer dans le détail du fonctionnement de ce type de capteur, réalisons une expérience simple montrant que ce capteur détecte la lumière sur un large spectre. Alors pour ce faire, positionnons une télécommande infrarouge face au capteur photographique du smartphone. Lorsque l'on appuie sur un bouton de la télécommande, une salve d'impulsion lumineuse est envoyée. On voit que le capteur détecte cette lumière, qui est invisible pour l'œil humain, et on observe bien les flashs lumineuses sur la vidéo. Alors sur certains téléphones cependant, comme c'est le cas sur l'iPhone 4S par exemple, on ne voit rien avec l'appareil photo de derrière car il est équipé d'un filtre infrarouge qui permet d'améliorer la qualité de l'image. Vous pouvez également essayer avec un appareil photo numérique standard pour voir les différences entre les différents capteurs. Afin maintenant de bien comprendre ce que ce capteur nous permet de mesurer, entrons un peu dans le détail de son fonctionnement. Le capteur photographique d'un smartphone fonctionne comme un appareil photo classique. Il recueille la lumière provenant de l'objet à imager à l'aide d'une lentille formant l'image de cet objet sur un capteur pixelisé que nous appellerons CCD. Ce capteur est rectangulaire, de petite taille, quelques millimètres carrés, et composé d'une multitude de capteurs de lumière correspondant chacun à un pixel de l'image acquise. Afin de comprendre le fonctionnement de l'ensemble, voyons sur quel principe physique repose la détection de lumière dans un capteur de ce type. Comme pour la plupart des capteurs, le rôle d'un capteur de lumière est de transformer la grandeur physique d'intérêt, donc ici la lumière, en signal électrique. Cela est rendu possible par ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Ce phénomène correspond à l'émission d'électrons par un matériau lorsque celui-ci est exposé à la lumière ou à un rayonnement électromagnétique de fréquence suffisamment élevée. On rappellera ici que la lumière est décrite classiquement par une onde électromagnétique caractérisée par une fréquence nue, une longueur d'onde lambda et une vitesse de propagation c. Ces trois grandeurs étant reliées par la relation suivante, nu égale c sur lambda. Le modèle ondulatoire de la lumière, que nous avons abordé jusqu'ici, ne permet pas d'expliquer cet effet photoélectrique. Pour cela, nous devons faire appel à la notion de particule de lumière, le photon. Nous représenterons alors un faisceau lumineux comme un faisceau de particules élémentaires, appelé photon, se propageant à la vitesse c et ayant une énergie proportionnelle à la fréquence de l'onde correspondante. E égale h nu, où h est ce qu'on appelle la constante de Planck. C'est Albert Einstein, en 1905, qui a le premier donné une explication à l'effet photoélectrique, en utilisant le concept de photon. Lors d'une interaction d'un photon avec un atome de la matière illuminée, celui-ci transfère son énergie à un électron du cortège. Cet électron, initialement sur un état d'énergie E0, se retrouve ainsi à un état d'énergie plus élevé. Si l'énergie du photon incident est inférieure à l'énergie d'ionisation de l'atome, cet électron n'est pas éjecté, et on se retrouve avec un atome excité. Si au contraire l'énergie du photon est plus importante, donc si sa longueur d'onde est plus courte, l'électron cible peut être alors éjecté et on observe l'émission d'électrons lors de l'illumination du matériau. L'effet photoélectrique est généralement observé si la longueur d'onde du rayonnement est suffisamment courte. Si on se place maintenant au niveau du matériau, qui est constitué d'un grand nombre d'atomes, nous allons voir que l'effet photoélectrique peut conduire à un changement de propriété électrique du matériau. Donc, considérons un matériau de type semi-conducteur, donc par exemple le silicium. Les électrons des atomes le constituant sont répartis en deux catégories. Ceux qu'on appelle les électrons de valence, qui assurent la cohésion du matériau, maintiennent les atomes ensemble, et les électrons de conduction, ayant une énergie suffisante pour se déplacer librement dans le matériau et assurer la conduction électrique de celui-ci.
Entre ce qu'on appelle la bande de valence, qui correspond aux faibles énergies, et la bande de conduction, pour les énergies plus élevées, il existe une bande d'énergie interdite appelée gap. La détection de lumière à l'aide de semi-conducteurs repose sur la photoconductivité, c'est-à-dire le changement de conductivité électrique provoqué par l'éclairement du matériau. Dans un semi-conducteur normal, c'est-à-dire non soumis à un éclairement lumineux, les électrons atomiques sont dans la bande de valence. Le matériau ne conduit donc pas le courant électrique. Lorsqu'on éclaire en revanche ce matériau, l'énergie transférée aux électrons par effet photoélectrique permet à certains d'entre eux de franchir la bande interdite et de se retrouver dans la bande de conduction. Un courant électrique est ainsi généré. Alors calculons l'ordre de grandeur des énergies mises en jeu et des longueurs d'onde auxquelles cela correspond. Dans le silicium, qui est le plus courant des semi-conducteurs, faire passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction nécessite au minimum 1,1 électronvolt. D'après la formule vue précédemment, cela correspond à une longueur d'onde de 1,55 micromètres, ce qui correspond à de l'infrarouge. Cela explique l'observation de flashs lumineux avec la télécommande. Dans un capteur silicium, on pourra aussi détecter toute lumière ayant une longueur d'onde inférieure à l'infrarouge, c'est-à-dire la lumière visible, les ultraviolets, ainsi que les rayonnements X et gamma. Un capteur photographique complet est un assemblage de capteurs silicium selon un pavage régulier. Chaque capteur individuel correspondant à un pixel, et lorsque l'on éclaire celui-ci avec de la lumière, chaque capteur produit une quantité de courant électrique proportionnelle à son éclairement. La mesure de la charge générée par chaque capteur, autrement dit chaque pixel, est ainsi collectée et on peut alors générer un tableau de valeurs en 2 dimensions représentant la quantité de lumière reçue par pixel, autrement dit une image. On appelle ces capteurs pixelisés des capteurs CCD, ce qui signifie Charge Coupled Device en anglais. Et en conclusion, on voit que les capteurs photographiques présents dans les smartphones peuvent permettre de réaliser toutes les mesures physiques basées sur la mesure de lumière et sur l'acquisition d'images. Par exemple, la microscopie, telle que cela sera présenté plus tard par Ulysse Delabre, l'analyse de mouvements par acquisition vidéo, ou encore la détection de rayonnements non visibles, tels que les rayonnements infrarouges ou d'autres énergies rencontrées dans la radioactivité. Nous allons voir dans la suite quelques expériences utilisant ce capteur.